remercie le Salon CIFAL de m'avoir donné la possibilité de communiquer auprès de vous. Je remercie également l'UNON qui, je le rappelle, sponsorise cette présentation. Je suis contente d'être parmi vous pour parler d'un sujet qui me tient à cœur. Je suis aussi contente de voir des thèmes comme le market access, l'accès à l'innovation abordés dans ce salon, dans le salon CIFAL qui n'est plus à présenter. Et je suis d'autant plus contente que cette présentation soit à la demande de l'Union nationale des opérateurs de la pharmacie, donc principalement les producteurs nationaux, qui s'intéressent de plus en plus à la fabrication des médicaments, enfin non seulement les génériques, mais également toucher à l'innovation pour l'amélioration de l'accès à ces médicaments. Donc, je précise, la présentation ne reflète que mon opinion, après tout. Je viens après M. Mehdi, probablement vous allez retrouver des données IQVIA. Mais avant cela, je rappelle, je pense qu'on est tous ici entre nous, donc les professionnels du secteur, mais une slide pour rappeler un peu le chemin d'accès en Algérie, donc selon l'organisation actuelle. Donc on a quand même des acteurs qui sont différents et qui participent tous à l'arrivée du médicament sur le marché. Donc d'abord on passe par l'étape enregistrement, bien évidemment à part les cas particuliers de l'ATU et de l'arrêté des produits pouvant être importés par la pharmacie centrale des hôpitaux en dehors du process de l'enregistrement. Donc le process normal, je dirais, et général, c'est l'enregistrement. Donc c'est mentionné dans la loi 1811 relative à la santé, modifiée et complétée. Donc le process d'enregistrement, c'est l'organisme qui s'en charge, c'est l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, donc à travers la commission d'enregistrement, les comités des experts cliniciens pour les produits hors nomenclature. Et puis vous avez l'étape pricing qui, je le rappelle, fait partie intégrante du process d'enregistrement. C'est à travers le comité économique intersectoriel qui est auprès de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. Et donc ces deux étapes qui dépendent de l'ANPP, elle est sous tutelle du ministère de l'Industrie pharmaceutique qui, je le rappelle, est installé depuis 2020. Donc depuis janvier 2020, ministère délégué, juin 2020, donc ministère à part entière. À partir de là, donc une fois le médicament enregistré, pour pouvoir le lancer donc commercialement, donc on a deux voies, ça dépend de l'affectation du produit. Est-ce que c'est un produit affectation hospitalière stricte ou un produit qui est destiné au marché de ville? Donc là aussi, vous avez deux acteurs différents qui sont le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale et le ministère de la Santé. Donc pour les hôpitaux, le ministère du Travail donc, qui va décider à travers son organe, le CRM, le comité de remboursement du médicament, pour le remboursement ou non du produit, et le ministère de la Santé par la mise à jour de la liste commerciale de la PCH, donc pour les médicaments strictement hospitaliers. On va revenir à ça tout à l'heure. Donc là, c'est là où je reprends un peu des chiffres de IQVIA. Donc c'est une étude qui a été faite par IQVIA donc sur la période 2010-2018 où on a regardé les nouvelles entités médicamenteuses, donc les nouvelles molécules qui ont obtenu l'AMM donc au niveau européen par l'Agence européenne du médicament et aux États-Unis d'Amérique donc par la FDA. Et donc on a 180, en tout on a 240, donc 184, donc 70% qui ont obtenu l'AMM et par le MA et par la FDA. Et vous avez 48 qui ont obtenu l'AMM par la FDA et seulement 8 qui ont obtenu l'AMM de l'agence européenne et non de la FDA. On n'a pas regardé les soumissions ici. Après, donc ça c'est une slide intéressante pour ce... C'est pas grave. Donc, si on s'intéresse à la région et plus particulièrement à l'Algérie, donc ici on ne parle pas d'innovation, on
parle de nouvelles entités médicamenteuses, donc on n'a pas regardé le statut, est-ce que c'est des médicaments innovants ou non, c'est des médicaments tout simplement. Comment? Oui. Ah oui, très bien. C'est pas grave, vous voyez tous l'Algérie, en tout cas, on sait reconnaître notre emblème national. Après, donc, regardez l'Algérie, où est-ce qu'on en est par rapport à la région MENA. Donc, encore une fois, je rappelle, sont les nouvelles entités médicamenteuses, qu'elles soient innovantes ou pas, même si on a tendance à croire que les nouveaux produits enregistrés sont tous innovants. On va prouver dans les slides qui suivent que ce n'est pas forcément le cas. Donc, d'où la nécessité justement de définir ce terme qu'on utilise parfois pas à sa place, donc il y a l'innovation thérapeutique. Donc ici, regardez, donc l'Algérie, on est plutôt mal classé, on doit le dire. Beaucoup de paramètres rentrent en jeu, on ne va pas pouvoir en 20 minutes en parler, bien entendu. Mais je retiens de la réponse à la dernière question de M. Mehdi, voilà qu'en Tunisie, c'est vrai qu'il y a des lancements, mais en petite quantité. L'Algérie, si on lance des produits, la consommation elle sera beaucoup plus importante. C'est lié à l'organisation de notre système de santé et à son financement. À la gratuité des soins aussi, mais ce n'est pas l'objet de notre présentation. Donc ici, regardez, donc on a donc 19 nouvelles entités qui sont enregistrées et on a 4 seulement qui sont lancées et remboursées. Donc il n'y a pas de lancement sans remboursement. Encore une fois, c'est lié à notre système de santé, à son organisation. Donc la gratuité des soins au niveau des hôpitaux et des établissements publics de santé. Donc tout le monde a accès aux médicaments hospitaliers, que vous soyez assuré social ou pas. Et au niveau du marché de ville, donc le système du tiers payant, donc le citoyen algérien s'est habitué à la prise en charge par la sécurité sociale de ces médicaments pour ces maladies chroniques. Donc il ne se voit pas financer lui-même ces médicaments pour sa pathologie chronique. Donc c'est pour ça qu'on a très peu de lancements sans obtenir le statut de remboursement. Je vois des représentants de laboratoires pharmaceutiques qui peuvent le confirmer, même si je sais que depuis quelques années maintenant, on envisage un lancement commercial sans remboursement. Je pense que certains laboratoires l'ont fait. C'est intéressant de revenir sur cette expérience, de l'évaluer dans quelques années peut-être. On n'a pas encore assez de recul, mais certains laboratoires ont fait ce choix. Donc, je continue et j'arrive à l'innovation justement. Donc jusqu'ici, on a vu qu'on enregistre de moins en moins de nouvelles entités médicamenteuses. On met sur le marché encore moins de nouvelles entités médicamenteuses. Donc l'innovation, c'est un buzzword. Vous trouvez, si vous tapez innovation sur Google, beaucoup de définitions. Vous trouvez aussi beaucoup d'appellations composites, innovation de rupture, innovation incrémentale, innovation technologique. Donc j'ai choisi de partager avec vous cette définition de l'OCDE. Donc les innovations technologiques de produits et de procédés couvrent les produits et procédés technologiquement nouveaux, ainsi que les améliorations technologiques importantes de produits et de procédés qui ont été accomplis. Une innovation technologique de produits et de procédés a été accomplie dès lors qu'elle a été introduite sur le marché. Donc innovation de produits, vous l'utilisez dans un procédé de fabrication, donc innovation de procédé. Et on nous dit que les innovations technologiques de produits et de procédés font intervenir toutes sortes d'activités scientifiques, technologiques, organisationnelles, financières et commerciales. Donc ce qui est important de retenir ici, c'est que dans la santé, on ne finance pas une innovation
l'innovation technologique. On ne paye pas pour un procédé qui est plus complexe. Ce qui nous intéresse, c'est le outcome, c'est le résultat. Donc, est-ce que cette innovation sur la santé, elle va apporter un bénéfice, donc sur le plan de la survie, par exemple, donc des endpoints qui sont utilisés en général dans les études cliniques. Ce qui est aussi intéressant de noter de cette définition, c'est la différence entre l'innovation et l'invention. L'innovation, c'est une invention qui rencontre un public. Donc, une invention qui ne quitte jamais le laboratoire de recherche et développement, qui n'est pas mise sur le marché, elle s'appelle invention, elle ne s'appelle pas innovation. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'innovation thérapeutique, je dirais, donc qui est apportée sur le plan thérapeutique pour les patients en comparaison avec l'état actuel des choses. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas de définition harmonisée de l'innovation thérapeutique sur le plan thérapeutique, que c'est une notion relative. Et là, ça me rappelle les problèmes qu'on vit, les problèmes d'accès qu'on vit actuellement depuis 2017. Depuis 2017, on attend l'introduction de certains produits qui ont été enregistrés et ces produits sont déjà utilisés par exemple en Europe ou aux États-Unis depuis 10 ans. Donc si vous prenez ces mêmes molécules aux États-Unis ou en Europe, elles n'ont plus le statut de médicament innovant si vous voulez, parce que dans la même indication, il y a eu d'autres produits peut-être qui ont été introduits après. Mais ça ne serait pas faux de continuer à les appeler innovation en Algérie, parce qu'en Algérie, ces médicaments n'ont pas encore été introduits, donc on reste sur la pratique clinique, sur la prise en charge, sur les anciennes pratiques. Et si on introduit ces molécules aujourd'hui ou demain, comme promis, on aurait introduit effectivement un médicament innovant pour la prise en charge de nos patients. Ici j'ai pris la HAS comme référence, la Haute Autorité de Santé, qui est l'organisme HTA, l'organisme Health Technology Assessment en France, donc qui définit avec le LEM dans l'accord cadre les médicaments innovants comme ceux ayant obtenu une amélioration du service médical rendu de 1 à 3, donc niveau 1, 2 à 3, même si on négocie actuellement le niveau 4 aussi. Et la FDA, elle a plusieurs voies, si vous voulez, pour donner l'accès à des médicaments qu'elle considère comme innovants. J'ai pris ici le niveau le plus élevé qui est le Breakthrough Therapy Designation. Donc c'est vraiment une innovation de rupture. On accorde ce statut à certains médicaments au stade développement déjà. Je me permets de partager avec vous les résultats d'une étude, une petite étude qu'on a fait avec un binôme d'étudiants il y a 2 ans de cela, il y a plus de 2 ans de cela, en 2020, donc justement pour voir le statut d'accès à l'innovation en Algérie. Et donc on a commencé d'abord par une analyse rétrospective sur la période 2014-2018, donc des molécules innovantes approuvées par la FDA et l'EMA en Europe. Ensuite, on a essayé de déterminer le délai d'enregistrement en Algérie en comparaison avec d'autres pays de la région et déterminer ensuite le délai d'accès au marché et pas seulement le délai d'enregistrement. Donc je partage avec vous très rapidement les résultats pour pousser un peu à la réflexion et aussi pourquoi pas débattre sur cela, parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi sur l'accès à l'innovation en Algérie. Donc d'abord, les résultats de cette étude nous démontrent clairement que c'est une notion relative. Et ce qui est considéré comme innovant dans un pays ne l'est pas forcément dans un autre pays. Donc cela dépend de plusieurs paramètres. L'un des paramètres, bien entendu, c'est les comparateurs utilisés. Mais pas que, c'est la politique également du pays en question. Donc regardez ici, on a trouvé donc 27 produits qui ont eu, bien évidemment, on détermine ce statut d'innovation par indication, non pas par produit, mais par indication. Donc on a trouvé 27 ASMR 1 à 3, donc en France, octroyés par la
Encore une fois, c'est la période 2014-2018. Et de ces 27 produits indications, 70% ils avaient le statut Breakthrough Therapy Designation par la FDA. Et à contrario, on a 84 produits pour la même période qui ont obtenu le statut Breakthrough Therapy Designation par la FDA, et seulement 30% de ces 84 produits, ils ont obtenu le statut ASMR 1 à 3 en France. Ça nous donne une information très limpide sur un peu le curseur, où est-ce qu'il est placé. Donc on voit un peu qu'à la FDA, on va dire qu'on accorde le statut innovant, je dirais pas plus facilement, mais clairement à plus de produits. Après, pour regarder l'Algérie, on n'a pas été très gourmand. On a pris les 27 produits, donc on a pris ceux qui ont été considérés comme ASMR 1 à 3 par la HAS, et on a regardé leur statut donc, en comparaison à l'Égypte et à l'Arabie Saoudite. Et donc on a trouvé seulement 8 de ces 27 produits qui sont enregistrés en Algérie, donc 17 en Égypte et 17 en Arabie Saoudite. Pour les délais moyens d'enregistrement, on est sur un délai de 4 années. Bien évidemment, ce délai dépend aussi de beaucoup de paramètres. Les laboratoires ils ont un programme de lancement, ils ne lancent pas forcément l'enregistrement en Algérie tout de suite après l'enregistrement par l'EMA par exemple. Donc on n'a pas regardé les délais de soumission, je tiens à le préciser ici. Après, on a regardé qu'est-ce qui est effectivement mis sur le marché, et ça introduit bien d'autres slides qui vont venir par la suite. Donc, sur les 8 produits enregistrés, donc un seul a fait l'objet d'un bon de commande en 2020, donc il a été mis sur le marché par la PCH. C'est un produit utilisé dans... C'est un produit qui a une ASMR 1, si mes souvenirs sont bons, donc utilisé dans les érosions infantiles. Et sinon, on a 2 produits qui ont été effectivement mis sur le marché, mais grâce à un médicament générique fabriqué localement. Je pense que vous avez tous reconnu les 2 molécules. Donc il s'agit des molécules utilisées dans le traitement de l'hépatite C, donc qui ont été reconnues comme innovants partout dans le monde, donc sofosbuvir et daclataspir. Et le reste des produits, donc ils n'ont pas été introduits jusqu'à nos jours. Et entre-temps, cette étude date de 2020, entre-temps, il y a eu plein de produits qui les ont suivis, donc qui ont été enregistrés sans jamais être mis sur le marché. Donc, conclusion très claire, il y a un problème d'accès aujourd'hui aux médicaments innovants en Algérie. Et pourtant, les dépenses de santé continuent d'augmenter d'année en année. Donc ça, c'est les données de la Banque mondiale. Donc le pic a été atteint en 2014, comme on le sait tous, donc avec $360 par habitant. Aujourd'hui, en 2019, en tout cas, c'est les dernières données de la Banque mondiale, on est à $248. Ceci est la conséquence de 2 choses. Bien évidemment, la diminution du PIB, mais regardez, on a subi une double peine parce que le pourcentage du PIB consacré à la santé a également baissé. Donc on est parti de 7% en 2014 à 6,24% en 2019. Regardez cette slide, elle est intéressante. Donc la source, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Donc regardez, ce qui est intéressant, ça c'est la source des dépenses de santé en Algérie, encore une fois, grâce à l'organisation du système de santé. Donc on a ici finalement l'État qui participe à hauteur de presque 50% dans les dépenses de santé. Vous avez la sécurité sociale, parce que ici c'est les dépenses de santé d'une manière générale, donc marché de ville et marché hospitalier. Et puis on voit clairement qu'il n'y a pas d'aide externe, qu'il n'y a pas de mutuelle, d'assurance privée. Et le out of pocket, ce qui est intéressant ici de
aussi, c'est la dépense, la source de l'État, financement de l'État, qui diminue et en parallèle, on a une augmentation du out of pocket, donc de la dépense des malades de leur poche sur la santé. Donc il y a un transfert donc, du financement de l'État vers les patients. Par exemple, le lancement de ces produits sans remboursement, c'est un transfert. Par exemple, des malades qui vont acheter leurs médicaments ailleurs parce que ces médicaments ne sont pas disponibles, c'est un transfert des dépenses également vers le out of pocket. Les analyses, les examens radiologiques qui ne sont pas disponibles à l'hôpital, même si à l'hôpital les soins sont gratuits, mais le patient pour des analyses complémentaires, il va devoir aller les faire dans le privé, c'est également un transfert donc, de ce financement donc, de l'État vers les patients. En parallèle, regardez le marché pharmaceutique, il augmente de taille, il augmente en volume, bien évidemment, et aussi en valeur. Donc en 2019, sur ce ministère de l'Industrie pharmaceutique, on est à près de 4 milliards de dollars. Le médicament au niveau hospitalier, et ça aussi c'est un problème, donc le budget du chapitre 13, les médicaments, le chapitre produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, regardez, il n'a pas beaucoup bougé. On le sait tous, les établissements publics de santé, ils sont endettés envers la PCH parce que la demande explose, les besoins explosent, mais le budget ne suit pas. Bien évidemment, il y a d'autres problèmes d'organisation qu'on ne va pas aborder une fois ici parce qu'on n'a pas le temps. Ces dépenses augmentent inévitablement à cause de tout ça, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, ici, c'est de parler de ce qu'on peut faire en lien avec l'innovation, non pas comment contenir les dépenses, parce que l'intitulé de ma présentation, c'est la pérennité du système. Et aujourd'hui, depuis 2017 et même avant, cette pérennité du système, elle est menacée. On le voit depuis 2017, nos patients n'ont pas accès à des produits dits innovants. Réellement, on ne sait pas est-ce qu'on leur accorderait ce statut innovant ou pas en Algérie. On ne sait pas les évaluer. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en 2017, on a eu un problème de budget et donc on a arrêté d'introduire de nouveaux médicaments. Déjà, l'enregistrement est un peu ralenti, mais aussi on a arrêté l'introduction de nouveaux médicaments pêle-mêle comme ça, sans évaluer quel apport pourraient avoir ces médicaments donc, sur le parcours des soins, sur la santé de nos patients. Donc ce qui m'intéresse aujourd'hui, ça c'est toutes les raisons qui font exploser nos dépenses, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc c'est de parler de l'innovation et comment justement choisir ce qui... D'accord, très bien, ok, j'y vais vite, merci de me le rappeler. Donc je vous parle d'un concept qui s'appelle le Horizon Scanning. Donc c'est un concept qui a été créé par les Anglais pour le NICE, donc l'entité HTA en Grande-Bretagne, mais qui est utilisé actuellement par beaucoup de pays dans le monde. L'idée c'est quoi? L'idée c'est de faire de la prospective, c'est de savoir à quoi vous attendre. Parce qu'en Algérie, malheureusement, on ne sait pas le faire. En Algérie, en 2017, il y a eu des bons de commande qui sont arrivés à la PCH et on a été surpris par le montant qu'il fallait débourser pour acquérir ces nouveaux médicaments qui étaient au nombre de 7 seulement à l'époque. Aujourd'hui, on a une trentaine de nouveaux produits qui sont sur la liste commerciale. Le ministère de la Santé a promis un financement, une source de financement particulière pour ces produits, mais on ne sait toujours pas anticiper des solutions. Donc ici, c'est une identification systématique des technologies de santé. C'est la définition de l'ENETA, c'est le réseau européen des organismes HTA en Europe. Donc de nouvelles technologies, mais aussi des technologies obsolètes qui peuvent avoir un effet sur la santé, sur les soins, sur la société. On a aussi une définition du toolkit anglais. Donc c'est une technique pour anticiper un peu, regarder ce qui va venir dans le futur pour pouvoir l'anticiper.
Donc, bien évidemment, il y a des best practices, les bonnes pratiques, si vous voulez, pour faire du horizon scanning. Identifier, essayer de détecter tout ce qui est en recherche et développement. Donc, on cherche à identifier ce qui va arriver dans plus de 600 jours, donc dans plus de 2 ans. Donc, on regarde dans la littérature scientifique, dans la littérature grise qui est en développement. On n'attend pas jusqu'à ce que le laboratoire vienne enregistrer et commercialiser pour se dire d'où est-ce qu'on va obtenir le financement pour financer tout ça, ça va nous coûter tant, c'est plus que le budget PCH, mes caisses de sécurité sociale sont en déficit, donc on anticipe sur quelques années ce qui va arriver aussi. On priorise, on filtre, on regarde, parce que l'épidémiologie n'est pas la même partout. Donc je regarde mon épidémiologie, quelles sont mes priorités, moi, de santé publique. Est-ce que le cancer est une priorité? Est-ce que les maladies rares sont une priorité? En Algérie, les priorités sont dites de façon implicite. On a un programme national cancer, donc on déduit que le cancer est une priorité. On a une déclaration politique qui dit que les maladies rares sont importantes, donc on déduit que les maladies rares sont une priorité de santé publique, mais il va falloir structurer tout ça. Je finis rapidement par quelques slides, en concertation avec l'UNOP sur la façon dont les producteurs locaux pourraient participer. Et on en parle au sein de l'UNOP depuis quelques années. Les producteurs locaux, ils veulent participer à produire de l'innovation en Algérie, pas seulement l'importer. Donc, je dis quelques mots sur les accords ACPIC, donc les accords de l'Organisation mondiale du commerce sur les aspects de droit de propriété intellectuelle. Et donc, l'accord de 1994 qui a été un peu, non pas remis en cause, mais l'Organisation mondiale de la santé, elle a eu peur que la santé publique soit menacée par ces accords. Elle a publié un rapport en 1997 et il y a eu la session de Doha en 2011 pour réaffirmer que les accords ACPIC laissent une ouverture, laissent une brèche pour les pays pour donc accorder des licences obligatoires. Et donc ici la déclaration de Doha, elle nous dit qu'il va falloir toujours revenir aux objectifs et aux principes. Et ici regardez donc le principe, donc dans les accords ACPIC, on nous parle donc de la santé publique. Donc on nous dit que les membres pourront, lorsqu'ils élaboreront ou modifieront leurs lois et réglementations, adopter les mesures nécessaires pour protéger la santé publique. C'est ce qu'a fait l'Algérie, donc à travers l'ordonnance 0307. Donc sachez qu'aujourd'hui, en Algérie, on peut accorder des licences obligatoires justement pour protéger la santé publique. Donc lorsque l'intérêt public, en particulier la sécurité nationale, la nutrition, la santé l'exige, on peut accorder une licence obligatoire. Et les laboratoires pharmaceutiques aujourd'hui qui voient leurs produits interdits sur le marché, enfin non pas interdits, mais qui n'arrivent pas à accéder au marché, pourraient très bien négocier une licence obligatoire avec des fabricants locaux, bien évidemment à travers l'autorité. Mais voilà, ici dans cette slide en conclusion, je propose plusieurs solutions qui pourraient justement aider à maintenir la pérennité du système, mais ne pas pénaliser les patients et permettre l'accès aux innovations les plus efficientes et avec le plus d'impact sur la santé publique.